Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet des nouvelles tendances des affaires aux États-Unis, dans les domaines des ventes, des modèles économiques et de la politique RH d'entreprise. Je suis Nicolas Bernard Masson et ce podcast vous est présenté par le bureau de représentation Invest de l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous fournissons gratuitement un support aux PME et entreprises de taille intermédiaire francophones qui souhaitent s'implanter aux États-Unis. Pour nous contacter et retrouver tous nos dossiers thématiques gratuits, connectez-vous sur notre site internet www.ouvrirunefilialeauxétats-unis sans accent.info. L'invité du jour est Fabrice Figliolini, vice-président de Boiron USA, chargé des finances, de l'informatique, de la supply chain et des ressources humaines. Nous échangeons avec Fabrice sur les changements économiques et technologiques qui ont lieu actuellement aux États-Unis et comment ceux-ci touchent les entreprises. Nous abordons également comment les laboratoires Boiron adaptent leur business model aux États-Unis pour mieux vendre et servir les clients américains. Enfin, nous revenons sur les changements que cette crise sanitaire a apportés dans les politiques de ressources humaines des sociétés implantées aux États-Unis. Avant de lancer l'épisode, je vais vous laisser quelques secondes pour vous abonner au podcast. Car s'abonner, c'est nous aider à continuer notre action d'information gratuite et c'est vous aider vous-même à développer votre marché ou éviter des erreurs potentielles. Je vous donne encore 5 secondes pour le faire. C'est bon? Vous êtes abonné? Alors on est parti, je lance le jingle. Merci beaucoup, Fabrice, de rejoindre cet épisode du podcast. Merci pour l'invitation. Fabrice, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours, tes emplois passés et actuels, et puis présenter un petit peu Boiron USA et l'implantation à Philadelphie que vous avez? Ok. Alors, je m'appelle Fabrice Figliolini. Je suis arrivé aux États-Unis un petit peu plus de 23 ans. Je suis venu pour étudier. J'ai étudié à Temple University à Philadelphie. J'avais fait un partenariat, une école sur Lyon qui s'appelait le CEFAM, le Centre d'études franco-américains, qui avait des partenariats avec différentes universités, dont Temple. J'ai fait mon bachelor, après j'ai fait mon MBA dans la foulée. Après, il y a eu le 11 septembre, donc au niveau immigration, c'est devenu compliqué. Donc, j'ai travaillé pour Temple pendant presque 11 ans. Entre-temps, je me suis marié. Lorsque j'ai obtenu ma green card, j'ai bougé de Temple en 2008, donc il y a 13 ans en arrière, pour rejoindre Boiron. Donc Boiron, c'est la filiale américaine, Boiron US, c'est la filiale américaine de Boiron France, qui est une entreprise française basée dans la région lyonnaise, à Messimy. Leader mondial de fabrication, développement et distribution d'homéopathie dans le monde, avec une présence dans plus de 60 pays. Et donc aujourd'hui pour Boiron, je suis le vice-président pour la finance, l'informatique, les ressources humaines et la logistique. Et donc j'y suis depuis 13 ans. Aux États-Unis, on a 2 sites. On a un site en Pennsylvanie qui est considéré comme le siège social, qui est à peu près à 25-30 minutes à l'ouest de Philadelphie. Et on a un autre site en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, qui est un centre de distribution. On a aussi 3 autres gros entrepôts sur le territoire, avec nos prestataires extérieurs à Harrisburg, pas très loin de Philadelphie, en Californie et dans l'Indiana. Donc voilà, Boiron aux États-Unis, c'est 140 personnes. C'est un chiffre d'affaires autour des 130 millions de dollars sur l'année 2020. C'est une entreprise qui est aux États-Unis. On va fêter nos 40 ans en 2023. Donc ça fera 40 ans qu'on est implanté aux États-Unis et 40 ans qu'on est en Pennsylvanie.
Au début, à l'arrivée de Boiron, il y a presque 40 ans maintenant, on était venu avec une joint venture, avec une famille qui était très orientée homéopathie à l'époque aussi. Donc, on était venu via eux et c'est pour ça qu'on s'est implanté en Pennsylvanie et on n'est jamais parti de la Pennsylvanie. Ok. Ça répond à ta question? Ouais, 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 très bien, très bien. Qu'est-ce que tu y trouves, si j'ose te poser une petite question, qu'est-ce que tu y trouves en Pennsylvanie? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Alors moi, j'ai toujours, comme je disais dans l'introduction, je suis arrivé en Pennsylvanie, je suis jamais parti. J'adore Philadelphie, j'adore la Pennsylvanie. J'aime bien le fait que on est près de tout, on est près de la mer, on est près de la montagne, même si c'est pas les Alpes, on est quand même près de montagne pour aller skier. On est au vert, là, je suis en banlieue, je suis à 25 km de Philadelphie et tout est vert, il y a des arbres. Philadelphie aussi, c'est une ville que j'adore par rapport au fait que c'est une ville qui est à taille humaine, au contraire de New York ou Los Angeles où on s'y perd vite. Philadelphie, on peut marcher de partout. C'est vraiment une ville que j'aime énormément. Mhm. Ok, super, super. Merci de rejoindre l'épisode du podcast. Je t'ai convié pour qu'on puisse échanger sur les différents changements économiques qui sont en train de se passer aux US avec cette crise sanitaire, Mhm. également sur la mise en place du business model Boiron aux US. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça? Et puis enfin sur les ressources humaines, comment vous gérez ça actuellement? Alors, par rapport à cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, est-ce que tu pourrais décrire succinctement comment elle affecte les affaires de Boiron aux USA? Et comment faisiez-vous des affaires et de la communication dans le passé et comment ça change actuellement? D'accord. Alors, peut-être un petit peu, avant de répondre directement à ta question, un petit peu d'historique sur la filiale. Donc, la filiale, on a 5 canaux de distribution bien distincts. Donc, on a le mass market qui correspondra en France à la grande distribution, donc les Leclerc, les Auchan. Bon, ici, c'est plus les Walmart, les Walgreens, les CVS. Donc, c'est le premier canal de distribution. On a notre canal de distribution qui est le plus vieux, qui est celui par lequel on a démarré, c'est celui qu'on appelle le canal naturel. Dans ce canal, on va avoir tous les health food stores, Whole Foods, Sprouts, qui sont des chaînes aux États-Unis qui sont très orientées sur tout ce qui est organique, biologique et tout ça. C'est notre deuxième canal. On a aussi un canal qu'on appelle le canal médical. C'est le canal où on visite des docteurs, des hôpitaux, des nurse practitioners, des pédiatres pour essayer de leur vendre des produits, mais aussi pour leur montrer les bienfaits de l'homéopathie et qu'ils les intègrent dans leur practice quotidienne. On a un autre canal qui est le canal e-commerce. Donc, c'est celui qui regroupe aujourd'hui plus de 140 plateformes en ligne, de vente en ligne, donc avec bien sûr Amazon.com en chef de file, qui représente une grosse poussée pour nous depuis plusieurs années aux États-Unis. Et le dernier canal qui a vu le jour il y a quelques années, qui est pour nous le canal B2C, donc c'est en gros, c'est les ventes directes que Boiron USA fait sur leur site, qu'on fait sur notre site internet boironusa.com, où les consommateurs vont directement sur le site, mettent leur article dans leur panier et payent par carte de crédit et quelques jours plus tard reçoivent leur commande par le courrier ou par UPS. Donc ça fait 5 canaux de vente. Donc pour répondre à ta question sur ces 5 canaux, bon, bien sûr par rapport à la pandémie, il y a eu pas mal de challenges qui sont nés depuis les 12 derniers mois. L'un des premiers, c'était qu'il y a eu beaucoup moins de gens qui allaient dans les magasins. Donc physiquement, ce manque de foot traffic nous a impacté énormément au niveau des chaînes mass market et naturelles. Quand on a une chaîne comme Walmart où il y a plus de 100 millions, 150 millions d'Américains qui vont chez Walmart chaque semaine, du jour au lendemain, si ces chiffres chutent, bien sûr, les produits sont toujours sur l'étagère, mais s'il n'y a personne pour les acheter, nos ventes, bien sûr, en prennent un coup. En revanche, comme un petit peu partout dans le monde, lorsque le Covid est arrivé, tout le monde s'est mis à faire son shopping, aussi bien ses courses que ses achats de produits pharmaceutiques en ligne quand c'était possible. Et c'est vrai que nous, le canal e-commerce, pour nous, sur l'année 2020, a vraiment
connu un essor très 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 important. Et on voit qu'aujourd'hui, bon, Amazon, même avant le Covid, c'était déjà un gros client. Et sur 2020, c'est devenu un client encore plus important. C'est vrai que c'est la facilité, c'est la convenience, c'est le fait que quand vous commandez sur Amazon, 1 ou 2 jours plus tard, les produits sont devant votre porte. Suivant le marché dans lequel vous vous situez, tu peux même avoir les produits le jour même qui arrivent chez toi. Alors c'est vrai que c'est pendant une période telle que celle qu'on vient de connaître, c'est vrai que tout le monde s'est retrouvé à acheter en ligne, que ce soit des médicaments ou de la nourriture ou des produits de première nécessité. Et c'est vrai qu'Amazon a vraiment tiré son épingle du jeu depuis les 12 derniers mois. Et je pense que c'est un phénomène qui va rester. C'est un phénomène qui va rester. Et ce qu'on a vu depuis les 12 derniers mois, c'est pas quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est quelque chose qui a été fortement accéléré. Je pense qu'on a gagné 3 à 4 ans à cause du Covid ou grâce au Covid, suivant quel côté on se met. Et c'est vrai que nous, on était prêts au sein de Boiron pour répondre à ta question. On était prêts, on avait déjà énormément d'initiatives qu'on faisait avec Amazon. Et maintenant, on a amplifié le message. On a investi énormément sur cette plateforme. Il faut savoir qu'Amazon, c'est pas seulement une plateforme marchande, c'est aussi une plateforme marketing. Et cette plateforme marketing est un outil marketing pour nous qui nous en servons très 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 intéressant, et on arrive à obtenir des informations sur le consommateur, et des fois on arrive même à pousser la publicité vers le consommateur avant même qu'eux sachent qu'ils vont vouloir acheter des produits Boiron. Et ça, on s'en sert à très bon escient, et ça nous donne des retours sur investissement qui sont vraiment très intéressants et très importants. Oui, je crois que tu m'avais dit que c'était une perte de foot traffic, donc de personnes qui se déplacent dans les magasins, de 25% à peu près aux États-Unis. 25 à 30%, c'est ce qu'on a constaté dans la plupart des chaînes, notamment les chaînes de pharmacie telles que Walgreens, Walmart, CVS, c'était entre 25 et 30%. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on est le 30 avril 2021, c'est qu'on se rend compte que les chaînes, le foot trafic reprend. Alors, pas encore au niveau qu'on connaissait fin 2019, mais on est optimiste. Et ça fait partie un petit peu de la culture américaine, c'est qu'on est très 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 optimiste sur le futur. On est optimiste que les choses vont reprendre, peut-être pas exactement comme avant, mais on est optimiste, on va toujours de l'avant, et on essaie toujours d'être positif. Et c'est quelque chose qu'au sein de Boiron US, on essaie vraiment de développer pour que toutes les équipes, on n'essaie pas de se morfondre. Oui, les temps sont durs, les temps ont été durs, mais on arrive à rebondir, et on essaie de faire beaucoup avec pas grand-chose. C'est quelque chose au sein de Boiron, on essaie vraiment de capitaliser là-dessus. Je pense que c'est important dans une entreprise de pas se morfondre, et d'essayer toujours de rester positif et de voir de l'avant. Et là, le fait que le foot trafic revienne, je te cache pas que c'est de bon augure. C'est de bon augure. C'est super, c'est super. Et une des qualités qui te tient à cœur, je sais, c'est l'agilité, justement. Comment vous adaptez-vous au nouveau modèle économique aux États-Unis? Vous mettez vraiment l'accent sur le e-commerce à fond, le web marketing? Est-ce qu'il y a d'autres canaux, peut-être les influenceurs? Comment vous gérez tout ça? Alors c'est vrai que historiquement, même avant le Covid, comme je le disais, c'était vraiment des plateformes qu'on utilisait. Et là, il y a eu encore une fois une accélération monumentale, où maintenant, la manière dont on arrive à s'engager avec nos consommateurs ou nos consommateurs potentiels, c'est vraiment par tous ces médias sociaux. Donc Facebook, Instagram, les influenceurs, des product placements dans des films ou dans des séries Netflix, des choses comme ça. Et ça a un impact énorme. Je parlais aussi d'Amazon, et je pense aujourd'hui on peut pas parler marketing sans parler d'Amazon, notamment tout ce qui est review. Les reviews aujourd'hui, quand tu cherches quelque chose sur Internet, quand tu as envie d'acheter quelque chose, en général, sur la première page, tu vas sûrement voir une page de review d'Amazon, et ces reviews, c'est de l'or. C'est de l'or pour nous, parce que c'est un client qui a acheté ton produit et qui en parle et qui va s'exprimer sans filtre. Et ça a une valeur immense d'un point de vue marketing, parce que Boiron peut dire ce qu'ils veulent sur leur marque, ça reste Boiron qui essaie de vendre quelque chose. Alors que quand c'est un consommateur, qui plus est quelqu'un qui a utilisé le produit, qui l'a acheté sur Amazon ou ailleurs,
une review, ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin et ça engage non seulement la personne qui l'a utilisé parce ils ont trouvé un bénéfice et ils ont envie de partager ce bénéfice avec d'autres potentiels clients, mais ça aussi engage leur cercle d'amis sur Facebook ou sur Instagram. Et on essaie vraiment de véhiculer ce modèle parce que c'est le modèle qui marche. On se rend compte aux États-Unis, c'est vraiment le bouche à oreille et qui plus est le bouche à oreille positif sur des produits quels qu'ils soient. On arrive à avoir un impact énorme au niveau de nos ventes sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, la plupart de nos dépenses marketing sont orientées sur ces canaux-là. Oui, ça serait donc une sorte de version 2.0 du bouche à oreille. Exactement, exactement, exactement. Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça de, je sais pas, tes équipes qui placent des produits, qui donnent des produits, qui les offrent peut-être? Est-ce que vous avez mis l'accent sur une équipe de relations publiques aussi? Alors, on a une équipe de relations publiques. Leur but, c'est vraiment d'alimenter nos comptes médias sociaux avec des photos, avec de la documentation sur nos produits, bien sûr, les bienfaits de l'homéopathie par rapport à d'autres produits allopathiques qui peuvent avoir des effets néfastes à long terme, bien sûr, mais aussi essayer de connecter avec des personnes connues. Mais comme je disais aussi il y a quelques minutes, on a une entreprise qui s'occupe de faire du product placement dans des TV shows, que ce soit Netflix ou autres, même si des fois on voit nos produits pour une fraction de seconde, ça a un impact lorsque les gens se retrouvent devant leur ordinateur ou dans un magasin pour choisir l'arnica qui va correspondre à leurs besoins. Et c'est vrai que ça fait partie un petit peu de cette publicité subliminale des fois où on arrive à influencer le consommateur de cette manière parce qu'on est quand même aussi dans une société où il y a énormément de concurrence, que ce soit sur l'étagère ou sur Internet, on est à côté de plein de concurrents. Comme on dit toujours, quand on a un produit qui marche bien, on est copié. Quand le produit marche vraiment bien, non seulement on est copié par d'autres marques, mais on est aussi copié par les marques magasins. Et quand tu as un produit qui marche mal, tu veux discontinuer et il faut dealer avec ça au niveau de la grande distribution notamment parce que quand tu es discontinué, tu avais des stocks en place que des fois il faut reprendre. Donc ça fait partie des aléas du business. Mais on reste quand même aux États-Unis dans un marché d'opportunités. C'est important pour nous de créer des produits qui sont en phase avec ce que les consommateurs veulent et toujours de pousser plus loin et plus haut pour avoir des innovations qui sont vraiment en phase avec les symptômes et les maux que les consommateurs ont aux États-Unis, que ce soit les enfants, les personnes vieillissantes ou les générations X. C'est important qu'on arrive à trouver des remèdes pour pouvoir cater à toutes ces personnes-là. Oui. En tant que vice-président aussi en charge de l'IT pour Boiron USA, quels sont les grands changements que tu constates au-delà du e-commerce dont on a déjà entendu parler ici en France et dont on se doute qu'aux États-Unis, ça se développe grandement? Est-ce qu'il y a d'autres Mhm. tendances? Alors, il y a une tendance qui n'est pas forcément liée à l'e-commerce, mais qui l'est plus ou moins quand même, c'est tout ce qui est aspect sécurité. Aux États-Unis, on a quand même mis énormément de protocoles en place, notamment lorsque tout le monde a commencé à travailler de la maison, pour être sûr que déjà que les employés travaillaient sur des ordinateurs Boiron. Donc ça, c'était déjà plus ou moins en place, vu qu'en Pennsylvanie, des fois, on a quand même de la neige, donc les gens étaient quand même habilités des fois à bosser de la maison. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà entériné bien avant le Covid. Donc, on était prêt, que ce soit au niveau des téléphonistes ou des gens qui peuvent travailler de la maison. Donc, toutes les équipes, sauf les entrepôts. Bien sûr, les entrepôts, on ne peut pas les faire travailler de la maison. Mais on était déjà prêt par rapport à ça. Au niveau sécurité, on fait énormément de campagnes auprès des équipes pour justement les sensibiliser à tout ce qui existe, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit. Donc, ça soit avoir des mots de passe qui soient compliqués, pas utiliser les mêmes mots de passe, mais aussi quand on reçoit un email, pas cliquer sur tous les attachements ou tous les liens qui nous sont envoyés et vraiment valider ça en amont, qui plus est des fois à envoyer l'email aux équipes informatiques pour qu'il y ait une revue qui soit faite avant que quelqu'un clique sur quelque chose qui n'est pas quelque chose de connu ou de voulu. Donc, on fait quand même énormément de relations publiques en interne sur ces aspects-là. Parce que je pense que ça va être le mal des décennies à venir, c'est qu'il y a énormément de business, mis à part, même avant le Covid, qui vont se retrouver à plat par rapport au fait qu'ils ne sont pas prêts pour
pour ce genre de choses. Et jamais personne n'est prêt, mais c'est vrai que ça fait partie du quotidien, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est vraiment un, un problème qui ne cesse d'augmenter. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on arrive à traiter à la racine. Et malheureusement, c'est pas un problème qui va disparaître du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose, c'est un problème de tous les jours. Et on sensibilise encore une fois tous nos employés à ces bonnes actions et avoir une bonne hygiène en ligne, on va dire. Et où vous en êtes chez vous au niveau de la 5G et de la commande vocale de Alexa, tous ces assistants à la maison, au niveau des commandes? Alors, on est en phase de test sur certains aspects, notamment Ouais. avec tous ces assistants vocaux, que ce soit Google Alexa ou Google Home ou Amazon Alexa. On a fait des tests, on continue à pousser. On sait que l'intelligence artificielle, c'est le futur. On essaie aux États-Unis au niveau informatique et au niveau des équipes digitales de toujours avoir un pas d'avance et d'essayer de prédire ce qui va arriver. Tu parlais de la 5G, et c'est vrai que je pense avec tout ce qui va arriver dans les années à venir sur la 5G, ça va révolutionner énormément de choses. Un petit peu de la manière dont Amazon a pu tirer son épingle du jeu lors de la période de Covid et l'accélération que ça a créé. Je pense que la 5G va avoir des impacts qui vont secouer. Et on essaie d'en profiter. La 5G va aussi donner une meilleure visibilité au niveau de la traçabilité de ton téléphone portable. Si tu es dans un magasin à 4 étages, la 5G pourra dire aux marketeurs qui utilisent tes données si tu es au premier, au deuxième ou au troisième étage. Donc, si leurs produits sont au premier, ils ont intérêt que tu restes au premier aussi longtemps que possible. Et tout ça, ça va faire partie des techniques marketing qui vont évoluer. Et la 5G va y avoir une grosse augmentation de ce qu'on va pouvoir faire au niveau marketeur pour utiliser toutes ces technologies, ça c'est sûr. Et ça va secouer, ça va secouer. En parlant d'évolution, je voulais justement traiter du sujet des changements de produits et du business model pour Boiron USA par rapport aux autres pays, ce que vous connaissez dans le monde. Comment Mm-hmm. le e-commerce a-t-il changé vos structures à vous en interne? Est-ce qu'il y a eu des changements radicaux, peut-être plus de stock ou des ruptures de stock du jour au lendemain, des commandes énormes? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Alors, c'est vrai, même avant le Covid, on a eu plusieurs situations où du jour au lendemain, on pensait à être assis sur 5 ou 6 mois de stock. Et des fois, Amazon arrive et prend tout d'un coup. Alors bien sûr, on veut vendre, donc c'est vrai que quand ils veulent l'acheter, nous on vend. Mais c'est vrai que pendant le Covid, on a eu aussi des situations comme ça où on a dû mettre la pression à nos équipes en France pour qu'ils travaillent jour et nuit pour fabriquer et faire venir des produits par avion. Par rapport au fait que on a des ventes sur certains produits qui se sont complètement envolés, notamment sur l'oscillococcinum, qui est un de nos produits phares pour la grippe. Mais c'est vrai que ça fait partie des aléas. C'est vrai que c'est dur d'appeler nos confrères en France pour leur demander de travailler plus et de travailler plus vite. Et c'est vrai que en étant aux États-Unis, les États-Unis c'est un grand pays, c'est un continent. On est loin de l'Europe. Tous nos produits sont fabriqués en France, donc on est loin de l'Europe. Et c'est vrai que le moyen d'acheminement privilégié reste l'océan. Mais sur 2020, on a fait énormément d'avions par rapport au fait qu'on avait les ventes en face. Donc, c'était important que les produits arrivent très rapidement pour qu'on puisse les recevoir, les réceptionner, les valider au niveau de l'assurance qualité et les expédier à nouveau vers le client. Donc, c'est vrai que Amazon, encore une fois, nous a mis une bonne pression sur ces aspects-là sur 2020. Et c'est vrai que des fois, tu as des produits qui s'envolent, tu sais pas pourquoi, parce qu'un docteur a commencé à les prescrire ou parce que quelqu'un a vu telle ou telle personne connue qui disait ce produit est super, faut absolument l'utiliser. Et c'est vrai que donc ça fait partie aussi du monitoring qu'on fait. On essaie d'anticiper. Quand on sait que quelqu'un parle d'un produit, on essaie de voir est-ce qu'on en a assez dans les stocks, dans les magasins. Il y a quelques années, il y avait Dr Oz, qui est un docteur très très connu aux États-Unis. Il y a une émission pendant la journée où il a commencé à parler d'arnica et du jour au lendemain, nos ventes se sont envolées. Et voilà, donc ça, c'est des trucs qu'on peut pas voir venir. Mais pour répondre à ta question, donc on garde beaucoup plus de stock sur le territoire américain. Mais même avec ces augmentations importantes de stock, on se retrouve quand même malheureusement encore des fois dans des situations où on n'a plus de produits et on est en rupture. Et donc on demande à nos confrères en France de fabriquer et d'expédier rapidement parce que aux États-Unis, au niveau business, comme tu le sais,
Euh, la vente, c'est quand tu reçois la demande d'achat, c'est pas une demande d'achat qui est pérenne. Si tu l'as pas satisfaite dans les 15 jours, 3 semaines, bah, potentiellement du produit ils en veulent plus, quoi. Ils ont une demande et un besoin à un moment T, et le T plus 2 mois en général, la demande d'achat elle n'existe plus. Donc ça, c'est important de pouvoir satisfaire le client quand la demande d'achat arrive et quand ils ont un besoin. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté nos stocks sensiblement depuis les 24 derniers mois, on va dire. Oui, effectivement, le comportement d'achat du consommateur américain est totalement différent de ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Est-ce que vous avez dû, par exemple, aussi changer des produits, Oui, donc par rapport à c'est partie des de ta choses question. comme Par ça? rapport à ça, c'est vrai on est souvent pour parler avec nos équipes en France, notamment les tailles. Les tailles de produits, des fois, que les équipes en France sont habilitées à faire ne correspondent pas forcément au marché américain. Donc, c'est important qu'on ait des produits qui soient adaptés, aussi bien de la taille, au niveau de la taille, mais des fois aussi au niveau du packaging. Donc, c'est important que le packaging soit en phase non seulement avec le marché, mais aussi des fois avec les chaînes dans lesquelles ces produits vont être vendus. Il y a certaines chaînes aussi qui demandent des fois des produits, des types de packaging spécifiques par chaîne. Donc, des fois, on se retrouve à pas avoir une seule référence, mais des fois, on a 3, 4, 5 références parce que tu as chaîne A qui veut un produit comme ci et tu as chaîne B qui veut le même produit, mais qui le veut différemment. Donc, ça rajoute de la complexité d'un point de vue logistique, d'un point de vue des équipes en France, parce qu'il faut qu'ils fabriquent plus de produits en différentes dérivations, mais ça fait partie aussi des manières avec lesquelles on arrive à développer le business ici. Et l'innovation, comme je disais il y a quelques minutes, pour nous, c'est quelque chose de clé. Si c'est comme ça qu'on arrive à faire grossir le business, il faut qu'on innove, il faut qu'on arrive avec des nouvelles solutions, aussi bien au niveau des acheteurs qu'on rencontre une fois par an. Il faut qu'on arrive à leur faire voir, nos produits marchent bien, mais voilà, ils sont toujours en train de nous demander what's next. Qu'est-ce que vous avez qui va pouvoir m'aider à faire grossir ma catégorie? Qu'est-ce que vous avez comme produit qui va avec lesquels je vais pouvoir augmenter votre place sur l'étagère. Donc c'est important pour nous de toujours arriver avec de l'innovation et des nouveaux produits qui vont pérenniser notre marque sur les étagères américaines. Il y a 2 autres sujets sur lesquels, on avait déjà échangé, auparavant et qui sont intéressants pour moi et sûrement pour les autres auditeurs. C'est quelle est ta vision de la French Touch par rapport à vos produits sur le marché américain? Est-ce que c'est révolutionnaire ou pas tellement? Et enfin, ton business model, est-ce que tu as adapté aussi, votre méthode de vente? Je sais qu'il y a beaucoup de retours produits aux États-Unis, il y a beaucoup de Mhm. gens qui sont pas forcément satisfaits, puis qui renvoient comme ça tout de suite les produits. Est-ce que Mhm. sur ces 2 sujets-là, tu as des remarques à faire ou des Alors, la French Touch, pour une entreprise qui va fêter ses 40 ans aux États-Unis dans quelques années, je pense on est plus American Touch que French Touch. Mais c'est vrai que je pense sur cet aspect-là, je pense la qualité française, la qualité de fabrication française nous aide. Mais c'est vrai que c'est dur aujourd'hui d'argumenter auprès d'un acheteur que vu que nos produits sont fabriqués en France, ils sont de meilleure qualité, mais c'est aussi pour ça qu'ils sont plus chers. Donc si tu veux, c'est un peu un catch-22 quoi. Tu te retrouves dans une situation où oui, le French Touch peut nous aider, mais bon, il faut les faire venir aussi de loin. Il y avait aussi pendant quelques années auparavant, il y avait aussi cette campagne où c'était America Made. Donc c'est vrai que le French Touch dans une situation comme ça peut être délicat d'essayer de le mettre trop en avant, on va dire. Donc c'est vrai que ça on peut jouer dessus, mais c'est quand même délicat, on va dire. C'est quand même délicat. Au niveau des retours, je pense, j'espère, ceux qui te suivent sont peut-être au courant de ce qui s'est passé notamment avec vente privée il y a quelques années aux États-Unis. Le marché américain, c'est un marché où le client est roi. Le client n'a jamais tort. Le client peut retourner un produit pour un oui ou pour un non, que ce soit un produit pharmaceutique ou des pneus ou des produits de bricolage. Ça fait partie du business, ça fait partie du business model. C'est pas on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Et c'est vrai que nous, il a fallu qu'on mette des procédures en place aux États-Unis où aujourd'hui on a quelque chose sur nos produits, c'est satisfait ou remboursé. Si quelqu'un n'est pas satisfait avec le gel ou la crème qu'ils ont acheté,
ils peuvent nous le renvoyer avec le reçu et le produit, et on leur rembourse le prix qu'ils l'ont acheté, sans poser de questions. En soi, ça représente pas grand-chose d'un point de vue argent, mais le fait qu'on ait cette promesse sur nos packaging, c'est quelque chose qui va loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur l'étagère, il voit ça, ils se disent, OK, bon, si ce truc, il marche pas pour moi, ou pour ma condition, ou pour mes symptômes, je prends pas de risque. Je prends pas de risque. Je parlais du cas vente privée, c'est quelque part, c'est un cas d'école. C'est que la première année où vente privée est arrivée aux États-Unis, ils ont vraiment beaucoup vendu. Je me rappelle plus le chiffre d'affaires, mais ils avaient vraiment fait une bonne année. Mais ils ont plié la boutique, je crois que c'est 1 an et demi après, par rapport au fait que ils s'étaient pas rendu compte que le business model américain, les retours sont très fréquents. Et c'est pas parce que tu as acheté un sac à main et que tu l'as utilisé pendant 6 mois que tu peux pas le renvoyer. Et c'est vrai que vente privée n'était pas habilité à traiter ce genre de demande. Et au final, ils se sont rendus compte que le business model américain potentiellement ne rentrait pas dans leur, en tout cas aujourd'hui, enfin c'était quelques années en arrière, mais à l'époque ne rentrait pas dans ce qu'ils voulaient faire. Et c'est vrai qu'ils voulaient pas traiter avec des retours. Alors qu'aujourd'hui, notamment avec Amazon, ils facilitent les retours à un niveau, au moment où le camion UPS vient et scanne le label de retour, l'argent va directement sur ta carte de crédit, quoi. Et c'est instantané, même avant même qu'ils ils reçoivent le produit. Donc, et même des fois, ils te disent, écoutez, on vous rembourse, mais gardez-le. Ça coûterait trop cher de le renvoyer, gardez-le, quoi. Mais encore une fois, c'est tout orienté customer service et service client, et je pense que c'est important de faire ce distinguo entre ce qu'on connaît, en tout cas aujourd'hui en France, même si à mon avis les choses évolueront, peut-être pas au niveau des États-Unis, mais je pense qu'elles c'est obligé que ça va falloir que ça évolue, notamment avec les ventes en ligne. Aujourd'hui, les ventes en ligne, c'est si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux le retourner, même si c'est ouvert, même si malheureusement, même si c'est utilisé, tu peux le retourner. Je te propose de passer sur une autre de tes compétences, la partie ressources humaines. Ok. Est-ce que tu peux revenir sur l'épisode Covid-19? Comment ça a Mhm. changé votre fonctionnement en interne cette fois-ci au niveau des ressources humaines? Alors, nous, en mi-2019, on avait déménagé dans un nouveau bâtiment, un bâtiment qui était juste en face de notre ancien, et quelque part, comme si on avait pressenti que quelque chose arrivait, les employés étaient déjà plus ou moins, on va dire, à 2,50 m, 3 mètres les uns de l'autre au niveau de leur bureau. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui, quand le Covid-19 est arrivé, pour ceux qui venaient au bureau, on était déjà plus ou moins espacés par rapport aux besoins qui étaient dictés par le gouvernement et par la Pennsylvanie. Donc, par rapport à ça, on a eu des gens qui, au début, tout le monde avait un petit peu peur, on savait pas trop ce qui se passait. On a eu une période où on a demandé à tout le monde de travailler chez eux, comme beaucoup d'entreprises. Ça s'est relativement bien passé, comme je disais, au niveau technique, il n'y avait pas de souci. Les gens étaient habilités avec leur laptop, avec leur téléphone portable, de prendre des calls, de répondre au téléphone sans aucun problème. On a quand même mis pas mal de process en place pour que tous nos employés se sentent en sécurité lorsqu'ils venaient au travail. Aujourd'hui, on demande à tout le monde de revenir au travail 2 à 3 jours par semaine, et le reste du temps, ils sont à la maison. Mais à mon avis, là, comme je disais en amont, on voit de la lumière au bout du tunnel. Et avec la vaccination qui augmente aux États-Unis, les gens va leur demander de revenir au bureau au moins 4 jours par semaine, je pense, dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que le Covid, d'un point de vue ressources humaines, pour répondre plus précisément à ta question, a généré énormément de stress, de peur. On était tous dans une situation, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, où c'était la peur de l'inconnu, la peur de la contamination, mais aussi on ne pouvait pas se permettre de mettre des risques supplémentaires, notamment sur nos entrepôts. Donc tous les gens qui sont, on va dire, on appelle ça corporate, donc ceux qui sont de travailler dans les bureaux, on leur avait demandé de rester à la maison. S'ils avaient été exposés ou s'ils étaient positifs, bien sûr, ils se mettaient en quarantaine chez eux. Pour les gens de l'entrepôt, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, c'était pas vraiment une option. Donc eux, il a fallu qu'ils viennent tout le temps. Il n'y a eu aucune interruption de travail pour eux. Et c'est vrai que ça montre un petit peu le fait que les gens croient au projet. On a eu des gens qui étaient stressés, on a eu des gens qui regardaient un petit peu trop la télé pendant la journée et qui des fois se disaient oui, ça serait bien si Boiron faisait X ou Y.
Mais comme je disais des fois à des employés, on n'est pas Google, on n'est pas Facebook, on vend pas des services, on vend des produits tangibles qui doivent être expédiés chaque jour. C'est important que certaines équipes soient présentes, notamment l'informatique, la finance, le marketing. Il faut qu'ils soient là des fois pour visuellement voir les packaging ou pour visuellement toucher d'autres choses, et c'est l'assurance qualité notamment. Et pour certains corps de métier, c'était impossible que tout le monde soit à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a réussi à opérer tant bien que mal. Maintenant, ça va être le retour au travail, le retour au travail physique. Mais c'est vrai qu'on est quand même une entreprise qui est ancrée sur les humains, les hommes de l'entreprise et les femmes de l'entreprise, et c'est important qu'on soit ensemble. Et on se rend compte qu'il y a eu quand même des déconnexions qui sont apparues après plusieurs mois de travail à la maison. Et même pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un me disait, ils sont quand même contents de commencer à revenir, même si c'est par étapes, de revenir au travail et de côtoyer les gens, de se voir à la machine à café, de manger ensemble à midi. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui disent personne ne revient au bureau avant 2022, 2023. Enfin, c'est le cas qui était arrivé à Yahoo il y a une dizaine d'années en arrière. C'est quand tu mets tout le monde à la maison, tu perds quand même énormément de tout ce qui est teamwork et tout ça, tu le perds. Et puis à un moment, les gens deviennent complètement déconnectés. Et notre idée, c'est vraiment de garder ce team spirit et que tout le monde soit dans le même navire et que tout le monde soit en train de ramer dans la même direction. Et je pense que c'est important de garder cette cible en ligne de mire par rapport au fait que la filiale ne serait pas là où on en est aujourd'hui si on n'avait pas réussi à catalyser les esprits et à rester agile et flexible à la fois, mais à arriver à passer les étapes du Covid. Alors c'est vrai que, comme je disais, avec la vaccination qui augmente, on a des beaux jours devant nous, mais c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur. Et d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue managérial, c'est vrai que dans les équipes, il y a des gens tout le monde était stressé. Mais après, c'était comment on arrivait à capitaliser, comment on arrivait à rester positif. Et notamment, je pense notamment à mes équipes en Californie. Pour eux, c'était encore plus dur parce que la Californie, ils ont quand même des contraintes beaucoup plus hautes que d'autres États. Mais on s'en est sorti, tant bien que mal, on s'en est sorti. C'était dur, mais on s'en est sorti. On s'en est sorti. Ça t'a finalement permis de renforcer la culture d'entreprise quelque part. Oui, je pense que la culture, à mes yeux en tout cas, alors peut-être que je suis biaisé, mais la culture d'entreprise, il s'en est sorti grandi. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que Boiron était là pour faire. Boiron, c'est avant tout un business. On est là pour faire du business. Oui, on veut écouter les gens, mais on peut pas non plus se permettre de tout sacrifier pour que le business soit à plat. Au contraire, on a de la chance. Personne n'a été licencié pour cause de on n'a pas besoin de réduire les effectifs, on n'a pas eu de problème comme ça, alors que autour de moi, que ce soit des amis ou même des endroits, des business enfin les restaurants notamment, mais aussi plein d'autres business, que ce soit les dry cleaners ou d'autres business comme ça, il y en a plein qui ont mis la clé sous la porte. Et voilà, ça fait partie du monde dans lequel on vit, et donc nous on essaie mon rôle, c'est vraiment de relayer ce message que Boiron, on est quand même resté propre à notre identité. Et on a réussi à continuer sur nos objectifs. On a réussi à avoir une bonne année en 2020, malgré tout ce qui se passait. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile pour tout le monde d'entendre qu'on voulait toujours aller de l'avant. Mais bon, au final, on a réussi à le faire. Et encore une fois, on est content qu'il y ait de la lumière au bout du tunnel, on va dire. Ouais, c'est super. J'ai une petite dernière question pour toi. C'est par rapport encore aux ressources humaines. Quels seraient les conseils que tu prodiguerais aux sociétés françaises, notamment aux changements qui sont en train de s'opérer dans la société américaine, du Black Lives Matter, etc. La façon de recruter les personnes a peut-être un peu changé de ce qu'on s'était dit. Est-ce que tu as des conseils ou des choses à apporter là-dessus? Alors, des conseils, je sais pas, mais peut-être des commentaires. Après, je pense, de toute façon, suivant lors d'un recrutement, que ça soit recruté en France ou ailleurs, aux États-Unis, t'as toujours 50% de chances que la personne ne va pas faire l'affaire. C'est indéniable. Mais c'est vrai que nous, aux États-Unis, on a quand même mis énormément de choses en place pour que les gens, enfin, quand on recrute quelqu'un, quand on fait un entretien avec quelqu'un, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette personne va rentrer dans j'allais dire le moule Boiron. C'est pas vraiment un moule, mais est-ce que la personne va s'intégrer dans cette culture d'entreprise? Est-ce que cette personne va s'investir dans cette culture d'entreprise? Est-ce que la personne va pouvoir aller de l'avant avec nous? Est-ce que la personne va pas être un handicap? Est-ce que la personne va
va pouvoir capitaliser sur la manière dont on fait les choses. Et toutes ces questions, on se les pose, comme j'imagine beaucoup d'entreprises. Et on essaie déjà que les entretiens soient faits à plusieurs, ou que plusieurs personnes voient la personne avant que l'offre soit réellement faite, pour justement essayer de cerner toutes ces inquiétudes. Quand il y a un recrutement, tu es jamais sûr que la personne va faire l'affaire. Par rapport à Black Lives Matter, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer aux États-Unis. Et c'est quelque chose que nous, au sein de Boiron US, on n'a pas attendu que Black Lives Matter devienne un mouvement. On a énormément de personnes de minorités, que ce soit des Noirs, des Asiatiques, des Hispaniques. Et c'est quelque chose, quand on regarde nos chiffres, on est vraiment au-dessus de la moyenne par rapport à énormément d'entreprises aux États-Unis. Et aussi au niveau des femmes, on a plus de femmes que d'hommes. Et donc tous ces aspects-là, je pense, si on arrive à unifier derrière ces aspects-là, on arrive à capitaliser et on arrive à avoir des conversations sur ces sujets, notamment dans tout ce qui s'est passé, comme tu le disais, sur Black Lives Matter. On arrive à engager les équipes au sein de l'entreprise sur ces sujets. Là, on est en train de travailler sur un training justement pour être bien sûr que tout le monde soit en phase avec tout ce qui se passe vis-à-vis de la reconnaissance des gens de couleur et tout ça. Et je pense que c'est important. C'est important pour tous par rapport au fait et par rapport à ce que je disais vis-à-vis de la culture entreprise. Ça fait partie de notre DNA, notre ADN. Et c'est important que tous les gens qui travaillent chez Boiron soient en phase avec ça. Donc, c'est quelque chose qui est pas nouveau pour nous, mais c'est vrai que ça a été un petit peu, encore une fois, amplifié, pas avec le Covid cette fois, mais avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, le bon et le moins bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est OK d'en parler en interne et c'est pas un sujet tabou, on va dire. Et c'est quelque chose on est fiers d'en parler, et notamment avec nos collaborateurs de couleur, on a aucun tabou vis-à-vis de ce sujet-là. Et je pense que c'est comme ça que les choses avancent. Ouais, voilà. Super. Répondre à ta question ? Ouais, très bien, très bien. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être à partager ou... Non, je dirais que vis-à-vis de le modèle américain en soi, d'un point de vue business, peut être différent de ce qu'on peut connaître en France, mais comme je disais, les opportunités sont là. Et les opportunités après la crise qui vient de se passer ici et dans le monde entier d'ailleurs, je pense que les États-Unis vont rebondir très vite et beaucoup plus haut. Alors, je suis quelqu'un de positif de nature, mais c'est vrai que je pense aux États-Unis, culturellement, les Américains sont très positifs de nature. Et je pense que tout le monde veut aller de l'avant, tout le monde veut mettre cette année 2020 derrière nous. Et tout le monde a envie de regarder le futur et de voir ce qu'on va pouvoir faire au niveau du futur et comment les choses vont évoluer pour le pays et pour Boiron aussi. Et je pense qu'on s'en rend bien compte, on parlait du foot traffic tout à l'heure, c'est que maintenant, quand on commence à avoir ces chiffres, on voit les gens qui reviennent dans le magasin, ça nous donne du baume au cœur et on pense qu'on a des beaux jours devant nous. Mais je pense que c'est important d'un point de vue, si on fait une différence entre la mentalité française ou européenne, je devrais dire, européenne et américaine, c'est qu'ici, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Je disais quelque chose récemment sur des développeurs de logiciels en France et en Europe, où pour eux, c'était beaucoup plus facile de lancer leur business aux États-Unis qu'en France, par rapport au fait que ces incubateurs aux États-Unis, on est OK à se lancer, même s'il y a 80% du truc qui marche, quoi. Alors qu'en France, des fois, on essaie trop il faut absolument qu'on ait 3 ceintures, 5 airbags avant qu'on puisse avancer. Alors qu'ici, on va de l'avant, on teste, on fait beaucoup de test and learn et quelque part, ça rejoint exactement ce qu'on fait depuis pas mal d'années avec l'e-commerce, mais aussi avec le digital marketing. C'est que on va de l'avant, on crée des choses, on test and learn, et des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Mais après, on capitalise sur ce qu'on a appris et on essaie de pas refaire la même erreur le lendemain et on va de l'avant comme ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire grandir notre business. Et c'est comme ça qu'on espère le faire grandir encore pendant pas mal d'années. Super, très bien. Merci beaucoup à toi, Fabrice. Merci. Et puis, je sais pas, peut-être si tu me donnes l'autorisation, je partagerai les coordonnées de Boiron, les tiennes, peut-être. Si quelqu'un veut me trouver, qui a des questions supplémentaires via LinkedIn, c'est probablement le meilleur moyen de me contacter. Ok, mais super. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Nicolas. Merci.